Bienvenue dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast qui révolutionne vos pratiques RH. Vous en avez marre des méthodes RH de notre siècle ? Vous cherchez des solutions concrètes qui fonctionnent vraiment ? Alors vous êtes au bon endroit. Dans chaque épisode, je vous dévoile les stratégies qui marchent, les innovations qui changent la donne et les témoignages de ceux qui osent faire différemment. Ah oui, je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good. Et depuis 2016, ma team et moi avons transformé la communication RH de plus de 150 entreprises et collectivités. Notre mission ? Vous donner les clés pour attirer les talents, fidéliser vos équipes et booster l'engagement. Alors, rendez-vous sur www.wefeelgoodrh.com ou contactez-moi directement sur LinkedIn. Je vous offre un audit gratuit de votre communication RH et je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Profitez-en aussi pour vous abonner à ce podcast pour ne rater aucun épisode, bien entendu. Alors, prêt à révolutionner vos pratiques ? C'est parti et excellente écoute. Ce podcast est soutenu par HelloWork, le premier acteur digital français du recrutement. Depuis 25 ans, HelloWork accompagne les entreprises avec ses solutions. Plateforme de recrutement, CV Tech, site carrière ou encore portail de cooptation. Plus de 50 000 pros RH l'utilisent déjà. Et vous ? Découvrez tout ça sur HelloWork Recruteur. Vous trouverez toutes les offres dans le lien en description de cet épisode. Hello à toutes et à tous et bienvenue sur On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, mon invité, c'est Chloé Toiti. Chloé est fondatrice d'Authentic Talent, un cabinet de conseil en talent management basé à Paris. Sa spécialité, aider les entreprises à prendre de meilleures décisions sur leurs talents, mais pas au doigt mouillé, avec de la science, de la méthode et des outils robustes. Et avant d'entreprendre, elle a fait ses armes chez Cubix. Et en 2017, elle a fait un énorme coup. Elle a convaincu le docteur Robert Hogan, la référence mondiale de l'évaluation de la personnalité au travail, de lui confier la distribution de ces outils en France. Alors aujourd'hui, Authentic Talent accompagne aussi bien des groupes du CAC 40 que des ateliers et des startups sur les sujets d'assessment, d'identification des hauts potentiels, de plan de succession et de développement des leaders. Chloé, c'est aussi une podcasteuse. Elle anime The Talent Podcast, où elle reçoit des dirigeants et des DRH toutes les 2 semaines. Un podcast à ne pas louper. Et donc, elle sait aussi ce que c'est que d'être des 2 côtés du micro. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble d'un sujet que beaucoup de RH connaissent mal, qui peut aussi parfois faire peur, et qui est pourtant un levier énorme pour prendre les bonnes décisions, l'assessment. Chloé, bienvenue dans On n'a jamais fait comme ça. On n'a jamais fait comme ça, je bafouille, et ravi de t'avoir au micro. Merci de m'avoir invité, je suis ravie également. Je suis ravi d'échanger ensemble. On enregistre dans tes super locaux près de la gare Saint-Lazare, à Paris. Pour être totalement transparent, on se connaît un tout petit peu. Et oui, de longue date. Ouais, de longue date, parce que petite histoire, je vous raconte ma vie, voilà, c'est un moment introspection. Quand j'étais RH chez Groupama, j'ai fait appel à Cubix. Et la personne qui m'a formé est Chloé Toiti. Et donc j'ai connu Chloé Toiti à ses débuts professionnels. Jeune. Ouais, elle restait jeune. Mais à ses débuts professionnels. Après on s'est perdu de vue, puis on s'est retrouvés bien grâce à LinkedIn, grâce au podcast. Le monde est toujours bizarre, mais en tout cas ravi d'échanger avec toi, Chloé. Ouais. Alors, avant toute chose, ce serait chouette que tu te présentes. Justement, on parlait de Cubix, qui a été ton premier employeur, je crois, après ton master RH. Ouais. À quel moment précis tu t'es dit, tiens, je veux plus être salarié, je veux créer mon entreprise ? Pas tout de suite. Pour tout te dire, ça a jamais été dans le panorama pour moi de créer une boîte. L'entrepreneuriat, c'est pas du tout partie du champ des possibles. J'ai plutôt grandi dans un environnement où la réussite se voyait de façon assez classique. Tu vois, idéalement, grosse boîte, prendre un échelon de temps en temps, avoir un titre de poste qui claque. Et l'entrepreneuriat en faisait pas du tout partie. La seule chose, c'est que j'ai vécu des années dans le conseil, d'abord en tant que salarié, consultante senior. Enfin, tu connais les trucs habituels. Ça m'a vraiment passionné, le milieu du conseil. Mais au bout d'un moment, et j'ai travaillé chez Cubix, je travaillé dans un autre cabinet ensuite, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'avais vraiment du mal à me retrouver dans certaines valeurs qui sont très ancrées dans le conseil. Et donc, j'aimais le métier, j'aimais le côté découvrir plein de clients, découvrir plein de secteurs, se challenger sur des missions toujours un peu différentes, etc. Donc, le côté vraiment apprentissage permanent. Mais il y a vraiment des choses que j'arrivais pas à réconcilier, sur lesquelles j'étais pas alignée, et notamment
la recherche de profit à tout prix et donc de temps en temps l'impression de contribuer à des projets qui ont été vendus à des clients sans savoir si vraiment ça va apporter de la valeur à long terme. Et finalement, plusieurs fois, j'ai failli changer de métier, alors que l'assessment est ma grande passion. Mais plusieurs fois, j'ai failli changer de métier en me disant à quoi bon un peu la perte de sens. Jusqu'au jour où je me suis dit finalement le problème n'est pas le métier, n'est pas le secteur, c'est la façon dont c'est fait. Et donc je pourrais aller rencontrer, et je l'ai fait par réseau, tous les autres cabinets de la place qui sont concurrents et chez qui je pourrais candidater. J'ai peur de vivre la même frustration. Donc soit je ronchonne, soit je décide de changer un peu la donne. Et c'est là où l'option de créer ma boutique s'est présentée. Alors de façon pas très naturelle, hein, tu vois. J'ai d'abord eu une ancienne collègue qui, un jour, au hasard d'un déj où je lui faisais part de mes frustrations, m'a dit « Ah, mais toi, tu vas créer ta boîte, c'est sûr ?» Je dis « Ah bon ?» Première nouvelle. Et puis après, j'ai eu cette rencontre avec l'équipe de Hogan, avec qui j'ai bossé pendant 2 années, mais en étant salariée dans un autre cabinet, qui m'a fait des appels du pied en disant « On aime bien travailler avec toi, si à un moment tu décides de faire quelque chose, on serait capable de te suivre. » Finalement, il y a eu plein de petites pierres qui se sont alignées, tu vois, les planètes qui s'alignent. Et à un moment, je me suis dit, écoute, faut tenter, en fait. Il n'y a pas un gros risque. Ça m'a pris comme ça. Mais voilà, j'avais jamais, réponse longue, mais j'avais jamais rêvé d'entrepreneuriat. Ok. Comment tu as réussi à convaincre quand même Hogan de te confier la distribution de leurs outils en France? Quelque part, c'est un sacré culot, quoi. Donc, comment ils ont accepté et comment ils te continuent à te faire confiance, du coup? Ouais, c'est un gros jump. Et pour être honnête, je pense que c'est la raison pour laquelle ma boîte a réussi à décoller très rapidement après la création. Parce que tu vois, des cabinets de conseil sur le talent management, il y en a quand même plein. Donc, il fallait quand même avoir un argument différent. En fait, il se trouve que je côtoyais l'équipe de Hogan depuis 2 ans puisque je travaillais dans une boîte qui les a distribués. Et ça m'a permis de les rencontrer. Ça m'a permis par hasard, parce que moi, quand je fais les choses, j'aime bien les faire à fond. Donc, en fait, quand j'ai commencé à les distribuer en France, je me suis dit, mais j'aimerais connaître l'équipe de R&D, comprendre comment ils font de la recherche, qu'est-ce qui se passe chez eux, qu'est-ce que veulent les clients aux US qui sont beaucoup plus matures sur la culture de l'assessment. Bref, je suis allée aux US. Je me suis dit, tant pis, j'y vais, je vais les voir, je vais essayer de comprendre. Ils sont dans le fin fond de l'Oklahoma. Et en fait, coup de bol pour moi, quand je suis allée là-bas, j'ai croisé la route du Dr Hogan, qui en théorie n'aurait pas dû vraiment échanger avec moi en direct. Et on a eu une conversation passionnante. Gros fit, mais je pense gros fit autour d'un sujet qui nous passionne. J'ai continué pendant les 2 années qu'on suivi cette rencontre à travailler sur le développement de leur marque en France, de leur formation, etc. Quand j'ai décidé de créer ma boutique, en fait, ils m'ont directement rappelé en me disant voilà, nous, on a aimé travailler avec toi. Donc, j'ai pas eu besoin de beaucoup les convaincre, finalement. C'est la bonne rencontre au bon moment et puis le fait de leur avoir montré qu'effectivement, pendant les 2 années qu'on suivi cette rencontre, moi, en France, j'avais vraiment à cœur de développer leur positionnement. Je trouvais ça un peu dommage. Alors, je vais pas, faire tout de suite la full description du marché, mais je trouvais ça dommage que sur un marché comme la France, il y ait peu de bons outils d'assessment au sens scientifiquement valide. Donc voilà, donc j'ai mis un peu les bouchées doubles pour essayer de faire connaître Hogan, qu'il n'était pas tant que ça à l'époque. Ok. Le marché français d'évaluation, je vois que tu le décris comme un peu comme immature et complexe. Ouais. J'ai déjà entendu ça. Quelque part, c'est un frein ou une chance pour toi? Ça a été un gros frein. Ça commence à devenir une chance puisque je suis là au moment où ça commence à bouger. Mais c'est vrai que quand tu regardes les pays anglo-saxons, la culture de l'évaluation elle est beaucoup plus forte. Tu as des tas de pays dans lesquels finalement les RH, les recruteurs sont psy et ont baigné justement dans la culture de l'évaluation prédictive, des méthodos, etc. En France, tu as des profils RH beaucoup plus généralistes qui viennent de parcours très, très différents, etc. Et on est dans une culture hyper latine où, jusqu'à il n'y a pas longtemps, et malheureusement encore aujourd'hui, tu as quand même beaucoup de gens qui sont convaincus que l'intuition est le premier allié de l'évaluation. Ouais, je le sens bien. Tu vois, ouais, ça existe. Il est bien ce candidat, ouais. Voilà, je le sens bien. Il m'a bien serré la main en arrivant, là. Voilà. Et ça n'a pas disparu, quand même. Waouh. C'est le fameux test du sac à main, t'en as pas les tests du sac à main? Ouais, bref. Notamment, il y en a plein, c'est hallucinant. Je pourrais t'en citer plein. Et donc du coup, ça a été un vrai frein parce qu'en fait, quand tu distribues l'un des outils les plus puissants et les plus fins, encore une fois, selon le prisme de la science, dans un pays dans lequel tout le monde s'en fout ou dans lequel on commence à s'y intéresser, arriver directement avec la Rolls, c'est comme si tu vendais la voiture la plus chère dans un pays où tout le monde fonctionne encore avec la calèche, quoi, tu vois. Donc, on n'a pas tout de suite besoin de passer à la Ferrari. Bon, c'est un peu le même sujet. C'est tout d'un coup, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça
Et ça fait un gros gap dans les pratiques, dans les coûts. Et voilà, donc ça a été plutôt un frein pendant un certain nombre d'années. Et là, effectivement, alors moi je parle des 15 dernières années, hein, tu vois, que j'ai vécu de très près. Là, je commence à voir pas mal d'entreprises qui se sont mis progressivement à l'assessment, qui ont changé plusieurs fois d'outils, de méthodos, et là, qui arrivent à un stade de maturité où tout d'un coup, effectivement, ça devient logique d'aller vers des outils plus premium et plus quali. Et ça, évidemment, c'est une chance pour moi d'être là à ce moment-là. Ok. T'as lancé, je l'ai dit, t'as lancé ton podcast qui s'appelle The Talent Podcast. Que vous retrouvez, comme le mien d'ailleurs, sur toutes les plateformes. T'interviews des dirigeants et des RH, un peu comme moi. Pour le coup, petite parenthèse, parce que des fois il y a des gens qui me disent mais c'est des concurrents. Pour moi, c'est pas des concurrents les podcasts, parce que je pense que tout le monde fait ça aussi parce qu'on a envie de le faire et il n'y a pas de concurrence en tant que tel. Donc pas du tout. D'ailleurs, je recommande souvent ton podcast. C'est gentil. C'est gentil. Et bon, voilà, on en a déjà parlé sur le sujet. C'est quoi, toi, la conviction la plus forte que tu as construite à force d'écouter les invités? Est-ce que vous parlez pas que d'assessment? Non, parce que loin de là d'ailleurs. T'as des sujets très variés, ouais. Effectivement. Mais pourquoi tu l'as fait et en quoi ça a changé peut-être des convictions que tu avais avant d'avoir lancé ce podcast? Je l'ai fait principalement parce que j'ai eu le sentiment que y a deux choses. C'est que les RH ont parfois peu d'inspiration, de sources d'inspiration quand ils se heurtent à des problèmes concrets. Donc, ils ont leur réseau immédiat, quand ils ont la chance d'avoir le temps de réseauter, d'aller à des événements, etc. Et de l'autre côté, il y a des super initiatives qui ont lieu dans des entreprises qui ont creusé des sujets en particulier, mais les RH sont pas toujours très bons pour parler d'eux et de leurs initiatives. En l'occurrence, t'as quelques RH qui le font assez bien, mais t'en as d'autres qui passent complètement inconnus. Et je voyais chez mes clients des projets qui avaient été mis en place qui étaient hyper originaux, inspirants, intéressants, etc. Et j'ai vraiment eu envie au démarrage de me dire... Moi, j'ai la chance de m'autoriser ce temps systématiquement d'aller rencontrer des gens, d'aller à des événements, d'aller à des conférences, de lire des choses, etc. Et ça m'apprend beaucoup, en fait. Comment est-ce que je peux aider d'abord mes clients, je l'ai fait un peu égoïstement comme ça, mais comment est-ce que je peux aider mes clients à bénéficier peut-être du regard d'autres clients? Fut un temps, je faisais ça avec des événements en présentiel, mais au bout d'un moment, c'est une orga énorme. Ouais. Je me suis dit, ça va me permettre de diffuser les bonnes pratiques beaucoup plus facilement. Et je voulais faire 8 épisodes, et puis tu sais, t'as un invité qui te dit tu devrais inviter machin qui a vraiment fait un truc génial et que tu connais pas encore, et puis une chose en entraînant une autre, j'en suis à 72 épisodes, donc c'est... C'est déjà bien. Ça a dépassé. Je fais pas le rythme que tu fais, mais c'est vraiment... Ouais, mais c'est déjà... Quand tu vois la grande majorité des podcasts, ils arrêtent à 3 à 5 épisodes. Ouais, il y en a beaucoup. Assez vite. Donc non, bravo. Donc, de toute façon, je mettrai le lien vers ton podcast dans le résumé. On va pas parler que de podcast parce que ça, c'est pas l'objectif de l'échange. On va parler effectivement d'assessment. Déjà, quand on dit ce mot-là, ça veut dire quoi? Moi, je suis RH de PME tout seul dans ma boîte. Si je t'appelle et je te dis c'est quoi un assessment, tu me réponds quoi? Un assessment, c'est tout simplement l'évaluation qu'on va pouvoir faire d'un candidat ou d'un collaborateur. Alors évidemment, dès qu'on commence à parler d'assessment, on essaye de parler d'une évaluation qui va être la plus prédictive et valide possible. Mais quand on parle d'assessment, en fait, ce qu'on a tendance à confondre le plus facilement, tu vois, la première confusion que je vois, c'est la différence entre assessment et assessment center. Assessment, finalement, quelque part, je pourrais te vendre, si tu m'appelles demain pour un assessment, le fait que je vais passer juste, 2 heures avec un de tes candidats ou 1h30 avec un de tes candidats. Et peut-être que je lui ferai passer un outil de personnalité pour appuyer finalement quelque part mon échange avec lui. Et je te ferai un débrief. Mais un assessment center, à contrario, qui est aussi quelque chose que je peux te proposer, qui ne te coûtera pas le même prix, qui ne prendra pas le même temps. Mais ça va être une méthodologie qui va me permettre d'intégrer plusieurs outils et plusieurs regards. Encore une fois, que des outils qui ont du fond, de la fiabilité, etc. pour me permettre de renforcer encore plus la recommandation que je vais te faire sur ton candidat. Ok, c'est très clair. Tu as dit quelque chose qui est hyper important, c'est le fond. C'est-à-dire, moi, le sujet, c'est... je l'ai tapé. J'ai tapé assessment dans Google. J'ai pas été déçu. J'ai vu des dizaines de pages. J'ai eu mal au crâne. Je me dis, mais il existe des dizaines d'outils sur le marché. C'est quoi les critères qu'un RH devrait absolument vérifier avant de choisir un outil d'évaluation déjà? Il y a plusieurs choses. Effectivement, tu le dis, je pense que c'est la plus grosse difficulté sur l'assessment, c'est qu'on peut parler de tout et de rien. On peut parler d'évaluation de compétences techniques, on peut évaluer des compétences type des langues, on peut évaluer des trucs psychomoteurs selon les types de jobs, etc.
C'est vrai que moi, je me concentre sur tout ce qui va être plutôt compétences comportementales, leadership, potentiel, etc. Et en fait, en tant que RH, si tu dois choisir ton outil ou ta méthode d'assessment, la première question, ça va être qu'est-ce que tu veux mesurer, tu vois, et est-ce que l'outil ou la méthode va permettre de mesurer ça en particulier. Le deuxième point, ça va être quelle est ta population. Est-ce que tu cherches à recruter quelqu'un pour rejoindre ton comité de direction ou est-ce que tu recherches un job de premier niveau dans ton organisation? Et c'est souvent pas le même outil, pas la même méthode. Et ensuite, quel est le niveau de validité de la solution qu'on va te fournir? Parce que soyons honnêtes, toutes les boîtes qui éditent des outils d'assessment vont te dire que leurs outils sont hyper prédictifs, d'accord? Ce serait quand même dommage de pas le faire. Ils vont pas dire l'inverse, hein. Voilà. Ce serait fou. Donc, tu as l'effet un peu blouse blanche, tu sais, qui donne confiance, de boîtes qui arrivent avec des psys qui te parlent et qui te disent les outils qu'on a ont fait l'objet de beaucoup de recherches. Bon. Donc, en fait, le vrai sujet, et je pense que c'est ce qui limite aujourd'hui beaucoup de personnes qui ont envie de se lancer et de mettre en place ces pratiques dans leur processus, par exemple, de recrutement ou d'accompagnement, c'est comment j'évalue si c'est vrai, en fait, ce qu'on me raconte sur la validité de l'outil. Et il se trouve que en France, dans cette culture latine, on n'a pas fait l'effort d'aller, tu vois, mettre des normes, faire des référencements, etc. Pour t'aider à faire ton choix. Il n'y a pas de normes ISO, Tartampion. Bien sûr que non, ce serait trop beau. En revanche, si tu regardes dans les pays aux US, au UK, etc., dans les pays plus matures sur le sujet, tu as des organismes indépendants avec des chercheurs qui ont mesuré justement la construction des outils, leurs résultats, etc., et qui viennent t'aider à te dire, OK, concrètement, qu'est-ce que tu peux espérer de quel outil? Voilà. Et donc, c'est ça qu'il faut aller regarder, malheureusement. C'est est-ce que l'outil, il est stable dans le temps? C'est-à-dire que si demain, tu complètes un outil de personnalité, Florent, que demain, tu es de super bonne humeur, il fait soleil, tu as reçu une bonne nouvelle, et que tu le complètes dans 10 jours, et que tu es dans des conditions tout autres, que ça va pas du tout, que, j'en sais rien, t'es fâché pour une raison X ou Y, la stabilité de l'outil, c'est ta personnalité n'a pas changé en 10 jours. Est-ce que le résultat va être sensiblement le même? La réponse devrait être oui. Est-ce que ce que je vais évaluer de toi et de ta capacité à tenir un job est proche de ce qui va réellement se passer? Alors, on est sur de l'humain. La personne qui te promet qu'à 100% sa prédiction va être parfaite avec un outil, il faut déjà partir en courant. Mais est-ce que je vais être capable de réellement réduire ton risque d'erreur sur des décisions? Et donc, tout ça, ça se mesure. Il y a des tas de critères et je t'assommerai pas avec ça. Il y a des bouquins qui le donnent très bien. Mais en fait, il faut aller regarder ça. Tu vois, la stabilité dans le temps, la validité prédictive de l'outil, etc., etc. D'accord. Tu vois, moi, j'étais avec quelques RH, ils me disaient, ouais, mais moi, on passe des tests en ligne en 20 minutes, 30 minutes, j'ai ce qu'il faut, quoi. Pourquoi c'est un raccourci dangereux d'imaginer qu'en 20, 30 minutes, par un test en ligne, on peut soi-disant évaluer quelqu'un? Ouais. En fait, le point qui est important, c'est que l'outil d'assessment en tant que tel, et là, je pense que souvent, ce à quoi on fait référence, c'est des outils qui sont plutôt d'évaluation de la personnalité, assessment de la personnalité. Ça te donne des hypothèses. Alors, des hypothèses qui sont qui ont des forts degrés de probabilité, mais en fait, qui vont avoir le plus de valeur si tu les confrontes à un candidat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça te donne des hypothèses avec une méthodologie d'entretien structurée que tu vas acquérir pendant la formation à l'outil. Tu vas être capable d'obtenir la meilleure valeur ajoutée de ce que te fournit l'outil. Si tu regardes ton rapport, alors tu as envie de le croire, évidemment, mais ça reste un recueil d'hypothèses. Beaucoup plus probable, évidemment, que si tu fais de la grapho ou de l'astrologie ou peu importe. Je vais me fâcher avec plein de gens, mais c'est pas grave. Mais toutefois, faut pas faire cette économie-là. Et je vais te donner un exemple très simple. Tu vois, il y a des dimensions qu'on peut évaluer sur un outil de personnalité. Peut-être que toi et moi, on a exactement le même score sur la dimension qui s'appelle l'ambition. Et donc, tu vois, le drive, la ténacité, le fait de vouloir viser des résultats. Très probablement que dans la façon dont on va le raconter par rapport aux dernières fois où tu as fait preuve d'ambition, où tu as fait preuve de résultats, d'orientation résultat, peut-être que ça va se matérialiser de façon très différente en termes de comportement. Et c'est ça que le recruteur, il a besoin de comprendre dans un entretien. Malheureusement, on est très tenté aujourd'hui, on veut faire de l'économie de temps partout, hein, c'est normal, de se dire, non, moi je veux un outil, le candidat, il faut qu'il le passe en 5 minutes et il faut que j'ai pas besoin de faire de restitution et que, idéalement, j'ai une prédiction qui s'affiche. Bon, c'est là où pour moi il y a le plus gros écueil, c'est à vouloir faire de l'économie de temps, tu finis par manquer le contexte, la compréhension du comportement, etc. Ok. Donc toi, tu as fait le choix de travailler avec Hogan, qui est un choix assumé, tu l'as expliqué de manière très, très claire. En quoi cette méthode elle se distingue des autres outils
Parce que tu l'as dit et j'ai bien aimé ton mot, c'est que tout le monde va te dire qu'effectivement ils ont fait tout un tas de tests scientifiques, etc. Donc j'imagine qu'Hogan l'a fait aussi. Bien sûr. Donc avant de les choisir, t'as pris le temps effectivement de te renseigner. T'as travaillé 2 ans déjà en plus avec eux. Oui. Voilà. Pourquoi Hogan et comment Hogan fonctionne? Je crois que ça mesure la personnalité sous 3 angles. Tu peux nous en dire plus? Ouais, bien sûr. Alors déjà, moi, sur le pourquoi Hogan, bon, tu l'auras un peu compris, Oui. je suis un tout petit peu puriste sur le sujet de regarder sous le capot des outils. J'en avais utilisé plein avant. Certains que j'ai adoré utiliser, d'autres que je pourrais encore utiliser dans d'autres contextes si besoin. Tu vois, je suis juste distributeur de Hogan, je suis pas éditeur. Donc en fait, j'ai de la liberté de parole autour et je peux me dire de temps en temps, c'est pas ça qui va faire le meilleur job par rapport aux besoins. Mais oui, effectivement, sur le plan scientifique, c'est l'un des outils les plus validés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, il est ultra polyvalent. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce qu'aujourd'hui, l'assessment, ça peut t'aider à prendre une meilleure décision dans un contexte de recrutement externe, dans un contexte de promotion interne, d'identification des talents. Mais ça peut aussi t'aider à accompagner individuellement ou collectivement des individus ou des équipes pour être plus performantes. Et en fait, t'as des outils qui te permettent pas de faire tous ces cas d'application aussi bien. Hogan a été pensé pour être capable de répondre à différents contextes. Du coup, ça t'évite, en tant qu'utilisateur, d'utiliser mal plusieurs outils parce que tu les utilises pas assez. Hogan, finalement, quelque part, en pouvant couvrir un champ assez large, te permet d'être vite assez expert et d'arriver quand même très bien à traiter un certain nombre de solutions. Le deuxième point, c'est justement les 3 inventaires dont tu parlais tout à l'heure. En fait, quand tu évalues la personnalité, bon, c'est un peu vaste, tu pourrais évaluer plein de choses. La plupart des outils évaluent ce qu'on appelle la personnalité en situation normale, basée sur un modèle qui s'appelle les Big Five. Ça veut dire comment tu fonctionnes quand tout va bien. D'accord? Sous l'angle de ta façon de gérer tes émotions, ton ambition, la façon dont tu décides, ton relationnel, etc. Hogan le fait. Parmi les 3 inventaires, il y en a un qui est dédié à ça, à ta personnalité en situation normale. La seule chose, c'est que ce questionnaire-là, il est beaucoup plus fin que dans d'autres outils. Il y a des outils qui te permettent d'avoir un grand aperçu avec 5 grandes échelles. Hogan, il te donne les grandes échelles, mais il te donne plein de petites sous-dimensions derrière qui te permettent d'avoir beaucoup plus de finesse, notamment quand tu travailles avec des gens qui ont déjà été assessés plein de fois. C'est le cas des dirigeants. Tu vois, au bout d'un moment, si tu arrives et que tu leur dis exactement la même chose qu'ils ont déjà entendu 100 fois, tu leur amènes pas beaucoup de valeur non plus. Donc, la finesse de celui-ci, moi, elle me plaît bien. Mais en complément, tu as 2 autres inventaires. Le premier, il parle des valeurs. Et donc, ça, c'est une autre partie de ta personnalité. C'est qu'est-ce qui te drive, qu'est-ce qui te fait te lever le matin, qu'est-ce qui fait que des fois, tu finis par te dire que tu es désaligné avec une entreprise. Par exemple, on en parlait un peu hors micro. Tu vois, qu'est-ce qui te fait dire que au-delà de ce job dans cette boîte, elle va correspondre à ton système de valeurs. Et puis, les valeurs, c'est aussi hyper utile pour comprendre sur quel levier tu vas jouer pour créer une culture dans ton équipe, tu vois, avec les gens qui te suivent, etc. Donc ça, c'est vraiment un élément que je trouve extrêmement utile pour comprendre les individus. Et l'autre questionnaire qui, pour le coup, là, vraiment part de Hogan, puisque le docteur Hogan et sa femme, puisqu'à l'époque, c'est une boîte qui a été créée par 2 docteurs, ils ont été les premiers à s'intéresser à cette notion-là qui s'appelle le dérailleur. Et le dérailleur, c'est non pas ta personnalité quand tout va bien, c'est ta personnalité quand tout va mal, si je devais caricaturer. Quand t'es en zone de stress, par exemple. Quand t'es en zone de stress, mais aussi quand t'es trop à l'aise. Mais aussi quand tes valeurs sont pas alimentées. En fait, c'est tout ce qui arrive quand tu fais plus attention à l'image que tu renvoies aux autres. Or, en fait, c'est quand même ça qui nous intéresse dans l'entreprise au quotidien, c'est-à-dire savoir comment va se comporter ton candidat quand tout est sous contrôle et tout se passe bien. Bah, t'es ravi de le savoir. La réalité, c'est qu'on se rend bien compte que ça se passe assez peu comme le scénario idéal, et donc t'as besoin d'anticiper comment est-ce que les gens vont se comporter justement dans des situations de crise, d'incertitude, etc. Ok, très très clair. Du coup, j'avais une question sur le même outil peut servir à plusieurs choses, mais tu y as répondu, donc c'est extrêmement clair. J'aimerais te prendre un cas concret. Tu travailles avec une grosse PME, une petite ETI, on va dire 300 personnes, qui veut identifier ses 10 hauts potentiels dans l'organisation, préparer la suite. Par quoi tu commences avec elle demain? Quand on t'appelle, voilà le besoin. Est-ce que tu veux les CV des gens? Qu'est-ce que tu veux faire en fait? Ouais. En fait, il y a une vraie partie conseil amont qui est nécessaire. C'est-à-dire que tu peux avoir le meilleur outil du monde. Si t'as pas la bonne réflexion en termes d'étapes, tu peux complètement passer à côté de ton objectif. Donc moi, ma première question, ça va toujours être de creuser avec l'entreprise le contexte. Qu'est-ce que c'est un haut potentiel chez vous? Pourquoi vous avez envie de l'identifier? À quoi ça ressemble? Alors même si évidemment... sans surprise, il y a des critères que je retrouve dans toutes les entreprises. Tu vois, finalement, aujourd'hui, la plupart des entreprises s'entendent à dire que avoir du potentiel, c'est avoir une capacité d'apprentissage, par exemple, rapide, et notamment pour pouvoir s'adapter à ce qui arrive. Mais voilà, c'est hyper important pour moi de pouvoir intégrer
justement le brief de l'entreprise, sa vision, qu'est-ce qui très souvent d'où ça part, pourquoi est-ce que j'ai envie d'évaluer et d'identifier des hauts potentiels, est-ce que c'est pour j'en sais rien, identifier qui va remplacer mon codir dans 2 ans, et dans ce cas-là ça me donne pas exactement le même prisme. Donc aider à définir la feuille de route, aider à comprendre le process aussi, tu vois, ça c'est ce qu'on va faire aussi, c'est-à-dire c'est une mission de conseil classique, mais c'est de dire ok, est-ce que peut-être vous avez déjà quelques idées et l'idée c'est plus de partir de ce groupe de personnes que vous avez envisagé pour apporter un peu de rationalité et d'objectivité et d'aller évaluer, j'en sais rien, ces 40 personnes qui ont peut-être été pré-identifiées et d'aider à faire un choix objectif. Est-ce qu'au contraire vous avez aucune idée et donc il y a peut-être des choses à vous apporter avant même de passer par la case assessment pour vous aider à différencier finalement quand vous passez en revue le personnel, qui sont les gens auxquels vous pourriez vous intéresser et qu'on pourrait envoyer à l'assessment, parce qu'inutile de dire qu'on ne va pas assesser les 300 personnes de l'entreprise. Donc, oui. Voilà. T'es pas là pour détecter parmi les 300 les 10 qui vont bien, quoi. Non. Donc, aider à définir ce que c'est le potentiel, pourquoi est-ce qu'on fait ce projet, à partir de là, quelles sont les étapes, qu'est-ce qu'on va communiquer, et ça, c'est un truc essentiel, tu vois, qui dépasse un peu l'assessment, mais je connais plein de boîtes qui ont décidé d'identifier leur haut potentiel, mais en étant derrière ce tabou de il faut surtout pas dire ce qu'on est en train de faire. Ah oui. Parce que ceux qui n'ont pas été invités à l'assessment, c'est vous n'êtes pas les hauts potentiels. Oui, ils vont mal le prendre. Puis ceux où derrière, on va pas leur proposer les mêmes options d'accompagnement parce que en fait, on va investir plus sur les hauts potentiels que sur les autres. Qu'est-ce qu'on va leur dire ? On va leur dire finalement tu l'es pas. Et qu'est-ce qu'on va leur dire dans 1 an ? Est-ce qu'ils seront encore potentiels automatiquement ou pas ? Ça pose tout un tas de questions. Okay. Et moi, mon rôle, c'est d'aider la boîte à prendre des orientations là-dessus, à avoir ces discussions-là. Il n'y a pas une bonne façon de faire. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je peux t'aider déjà à gagner du temps sur les choix qui ont des impacts que tu vas payer dans 2 ans, tu vois. Là, il y a même des enjeux de communication interne, en fait. Bien sûr. C'est au-delà du côté technique de l'outil et des méthodes d'évaluation, c'est la com. Exactement. Parce que tu as quand même envie de garder les gens engagés. Malgré tout, tu veux pas que ce projet-là foute le bordel. Tu veux pas en démotiver 290, quoi. C'est ça. Et puis, spoiler, en fait, quand tu fais comme si le sujet n'était pas le sujet, tout le monde a compris quand même. Donc, tu vois, autant travailler une vraie communication assumée que de faire semblant d'offrir une démarche de développement avec aucun objectif affiché, juste pour que, behind the scene, les gens puissent se dire qui sont les potentiels. Donc, voilà. Donc, tout ça, c'est des choix qu'on fait en amont sur lesquels on va aider l'entreprise, évidemment. Et après, il y a une question très simple, c'est est-ce que tu veux former quelqu'un dans ta boîte, le RH par exemple, à s'approprier les méthodos, l'outil, pour être capable chaque année de pouvoir continuer ça ? Et ça offre vraiment quelque chose qui est de la connaissance interne des talents, parce que si tu le fais toi-même, après, ça reste à ta main. Et nous, on est très preneurs chez Authentic Talent de rendre les gens autonomes, plutôt que de toujours être la béquille sur laquelle ils vont être obligés de se concentrer. N'empêche qu'à certains moments, t'as pas la bande passante. Tu vois, ton RH, il est déjà débordé. Il a, j'en sais rien, une fibre beaucoup plus droit social et ça l'intéresse pas forcément d'aller sur cette partie évaluation. Et dans ces cas-là, on va évaluer pour toi et on va t'apporter un regard extérieur, ce qui aura aussi d'autres avantages. Ok. Ouais. Tu peux rendre autonome ou tu peux le faire pour les personnes, selon les situations. Selon les situations, les besoins, et on peut le faire à 2. C'est-à-dire qu'on a des boîtes de temps en temps qui nous disent bon, moi j'ai quand même envie de participer, ça me permettra de garder un lien avec mes talents et puis de mieux les accompagner derrière parce que j'aurais suivi le process. Mais j'ai pas envie de porter toute la responsabilité de l'évaluation parce que c'est un vrai métier. Et voilà, c'est vrai que je te le cache pas, c'est les meilleurs assesseurs sont ceux qui en ont fait beaucoup. Voilà. Donc, au bout d'un moment, c'est sûr que tu n'auras pas exactement le même résultat si tu passes par un assesseur externe, mais on peut aussi le faire main dans la main. Ok, je ne savais pas qu'il y avait cette possibilité-là. Ok. Tu accompagnes des entreprises sur les plans de succession. C'est un rapport d'ailleurs avec l'identification des hauts potentiels pour toi ou pas ? Ou pas forcément. Parfois, pas forcément, parce que la plupart du temps, moi, ce que je vois dans les programmes IPO, c'est une projection de gens qu'on a envie de faire accélérer rapidement dans la logique de se dire est-ce que c'est les leaders de demain dans l'organisation, alors qu'en fait tu pourrais être potentiel pour plein d'autres choses, hein. Mais c'est souvent ça la question qu'on se pose. En revanche, plan de succession, tu peux en faire à tous les niveaux, c'est-à-dire que tu estimes que sur un métier de ton organisation ou sur une ligne managériale, tu as un risque dans 2 ans avec, j'en sais rien, la pyramide des âges, les départs, etc. Tu as un risque de ne pas avoir les bonnes ressources. Et donc, tu es simplement dans une logique, non pas d'identifier des hauts potentiels, mais des potentiels à prendre ces postes-là en particulier. Ok, très très clair. Et ça change quoi l'assessment dans cette situation de plan de succession versus un entretien individuel, on va dire traditionnel ? Ça amène de l'objectivité. Parce que tu vois, finalement, aujourd'hui, je trouve que l'un des plus gros écueils dans les organisations qui n'ont pas d'outils d'assessment,
c'est que tout se joue avec de la politique. C'est le principe de toute organisation, hein, même au-delà de l'entreprise. Tout se joue avec de la politique. Tu travailles bien, je t'aime bien, et tu seras un chef quand le chef partira, quoi. Tout à fait. Ou tu es visible, tu sais te mettre en avant, tu as l'intelligence de te mettre sur scène. Dans tes jeux politiques. Exactement. Et donc, je trouve que, à contrario, en fait, de temps en temps, ça veut dire que tu vas promouvoir des personnes qui, en fait, vont pas réussir sur le job d'après, mais qui étaient peut-être des solides performeurs juste avant. Donc, tu perds un peu 2 fois. Mais de l'autre côté, tu peux avoir des gens géniaux, mais peut-être plus discrets, qui se mettent moins en avant, etc., qui vont finir par partir parce que tu n'auras jamais pensé à eux pour les promouvoir, et c'est bien dommage. Donc, ça permet aussi d'aller détecter ça. Ok. Top. Et autre cas, j'aime bien les cas d'usage, là, on l'utilise pour du recrutement. Comment est-ce que l'assessment aide à trancher entre 2 candidats? De la même manière, si je me mets dans la situation de je suis RH, je t'appelle, j'ai 2 candidats ou 3 candidats, peu importe, comment l'assessment va aider à trancher? Est-ce que vous allez jusqu'à... C'est vous qui décidez? C'est le client qui décide in fine? Comment vous faites? Ouais, c'est une bonne question. Non, pour moi, l'assessment, ça reste un outil d'aide à la décision. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que la décision, elle est toujours portée au bout du bout par le client, le manager, par exemple, ou le recruteur. En revanche, moi, je positionne l'assessment dans ces cas-là comme un outil d'éclairage, d'aide à la prise de décision. Et pourquoi est-ce que ça va t'aider? Parce qu'en fait, souvent ton candidat, alors nous quand on voit des candidats en assessment, il a déjà rencontré un RH, le manager, peut-être quelqu'un d'autre si on a envie de se rassurer. Il a déjà fait 3 ou 4 étapes potentiellement. Minimum. Et en fait, tout le monde a souvent récupéré un peu les mêmes infos. D'accord, ils lui ont fait répéter la même histoire, etc. Et en fait, ça devient une bataille d'opinion. Voilà, moi j'ai ce feeling-là, toi t'as celui-là, tu l'as interprété comme ça, etc. Et donc, nous, on arrive avec de la neutralité en ayant évalué tous les candidats sur la même base. Donc, tu vois, tu as une logique de standardisation qui peut paraître un peu, fastidieuse, mais qui est en fait essentielle. C'est-à-dire que moi, je t'ai aidé à me dire en amont, avant de recevoir tes candidats, qu'est-ce qui fait que le candidat que vous allez sélectionner, il va réussir dans le poste? Qu'est-ce qui fait que dans 1 an, vous serez content? C'est quoi les métriques, etc. Du coup, quelles sont les compétences qui font que les candidats peuvent vraiment réussir? Ça me donne ma feuille de brief. Et je vais évaluer tous tes candidats exactement sur les mêmes bases. Ils vont avoir les mêmes questions, les mêmes outils d'évaluation. Et donc, quand je vais venir te faire un débrief, je vais te dire, par rapport au poste et aux compétences du poste, le candidat A, il a tant d'atouts, tant de potentiels points d'effort. Et ma recommandation, elle serait positive ou négative. Je peux te faire, si je vois 3 candidats, je peux te faire 3 recommandations positives, mais tu verras des atouts et des zones de développement très différentes. Ce sera à toi de faire le choix par rapport au reste de l'équipe, par rapport à ce que tu es prêt à accompagner, etc. Lequel des 3 tu as le plus envie de promouvoir? De temps en temps, je fais 3 recommandations négatives aussi. Ça fait moins plaisir. Mais en même temps, est-ce qu'il vaut mieux pas savoir que potentiellement, parmi tes 3 candidats, en fait, il n'y en a aucun qui a vraiment des chances de succès dans le poste? Et en fait, je trouve que l'avantage de l'assessment aussi, c'est d'arriver avec un regard dépassionné. C'est-à-dire que moi, j'ai aucun autre enjeu que de limiter ton risque d'erreur. Donc, je vais pas te dire oui pour te faire plaisir, là où de temps en temps, je le vois chez des clients. Tu as une telle pression, il faut pourvoir le poste qui est déjà vacant. Tu as le manager qui est en train de s'épuiser parce qu'il est en train d'essayer de combler le trou, etc. Qu'il a juste envie qu'on lui dise oui, le candidat numéro 2, c'est le bon. Évidemment, le RH en interne, il peut aussi être tenté de faire la même chose. Moi, je suis externe, en fait, et ma seule finalité, c'est d'apporter un éclairage objectif et de pouvoir te dire, en fait, attends peut-être un mois de plus, parce que là, vraiment, tu prends un autre risque. Ok, très clair. Comment tu l'expliques aux... Non, je vais faire cette question-là après. Je rembobine. C'est pas grave, c'est un peu n'importe quoi sur mon podcast, mais c'est pas grave, c'est mon podcast, je fais ce que je veux. Tu fais ce que tu veux. Non, est-ce que vous tranchez, vous, dans un rapport d'assessment? Tu vois, j'ai 3 candidats, est-ce que vous allez écrire noir sur blanc? C'est lui en numéro 1 et lui en numéro 2, lui en numéro 3, ou est-ce que vous allez laisser le manager et le RH analyser les rapports d'assessment que vous fournissez, puis choisir? Alors déjà, on fait toujours un débrief à l'oral, au-delà du débrief écrit. Ah oui, donc c'est pas juste un PDF qu'on reçoit. Je t'envoie jamais un rapport comme ça parce que, encore une fois, l'idée, c'est vraiment que tu puisses aussi poser tes questions. Okay. Donc moi, je vais toujours faire une reco qui est tranchée. C'est-à-dire, je vais toujours te dire, moi, je le ferai ou je le ferai pas. C'est oui ou c'est non. Après, par contre, la décision, elle est chez toi, mais ma reco, elle est tranchée. Je te dis pas peut-être. Pendant des années, j'ai vu des rapports d'assessment qui disaient recommandations réservées quant à la promotion de machin. C'est parce que moi, j'ai eu une époque où je travaillais dans des entreprises. En tant que salarié et j'avais ce genre de choses, quoi. On utilisait un cabinet externe et à chaque fois, en fait, moi je disais ça, mais je dis, mais en fait c'est oui, c'est non. Ouais, parce que t'as pas besoin. Et en fait, c'était très ambigu. T'as pas besoin d'un cabinet pour te dire peut-être. En fait, tu vois, t'es capable de te le dire tout seul. Donc moi, mon parti pris, c'est de dire,
Et d'ailleurs, je paye des assessments externes quand je recrute dans ma boîte parce que je sais que on est toujours le cordonnier le plus mal chaussé et on a tous un peu les mêmes biais. Je paye ces recrutements-là. Moi, j'ai pas envie de payer quelqu'un qui va venir me débriefer et me dire peut-être je suis réservé. Je m'en fous. C'est est-ce que tu le ferais si c'était ta boîte? Voilà, c'est ça. Ou est-ce que tu le ferais pas? Et c'est vraiment dans cette logique-là que j'ai envie de m'engager. Et évidemment, s'il y a 3 candidats, je vais pas dire moi je choisirais celui-ci, mais par contre je vais vraiment aider dans le débrief. Alors c'est écrit dans le rapport, mais je vais aider dans le débrief à comprendre c'est quoi les atouts de l'un par rapport à l'autre et c'est quoi les plus gros risques et quel est le processus de onboarding qui permettra à chacun de donner le meilleur de lui pour que le manager aussi se dise ils sont peut-être tous les 3 bons, mais par rapport à mon style. Oui. En réalité, il y a que celui-ci que je peux accompagner. Tu le prends en considération, le style du manager? Ouais. Et alors, t'as besoin d'échanger avec le manager qui va oui, intégrer la personne? Oui, mais tu vois, la situation, entre guillemets, un peu rêvée pour moi, c'est les boîtes avec lesquelles on bosse pendant longtemps, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, on finit par connaître le manager parce qu'on l'a aussi évalué, on finit par avoir évalué d'autres personnes de l'équipe et ça me permet d'avoir des recos encore plus riches parce que je peux dire, au vu des profils qu'il y a déjà dans l'équipe, ces 2 candidats, ils sont très bons, mais lui, il vous amènerait ce truc-là qui vous manque aujourd'hui. Au vu de votre façon de fonctionner en tant que manager, et ça c'est une liberté de parole qu'on peut faire quand on travaille dans la durée, c'est le cas avec beaucoup de nos clients, vous avez 2 candidats qui vous ont quitté parce qu'ils se sentaient un peu enfermés, ils n'avaient pas assez d'initiative, etc. Vous aimez bien garder les trucs sous contrôle. Ben peut-être que celui-ci, il risque encore une fois de se sentir un peu à l'étroit dans votre équipe. Donc ça nous permet vraiment, en plus on a une liberté de parole en externe évidemment, d'être beaucoup plus pointu quand on connaît leur regard. Ok. Comment vous arrivez à rassurer les hommes et les femmes que vous assessez, qu'on soit collaborateur ou candidat, parce que ça peut être stressant, ça peut peut-être à boule au ventre, dire qu'est-ce qui va m'arriver? C'est un mot assessment qui peut faire peur aussi. Comment est-ce que vous arrivez à les mettre à l'aise pour que ça fonctionne bien et que ce soit positif? Ouais, t'as raison. Ça peut être hyper stressant. En fait, on a la moitié des candidats qui arrivent détendus ou qui en ont déjà passé. Et dans ces cas-là, il n'y a pas un gros effort. Mais en fait, je trouve qu'il y a un sujet de posture. Et là, c'est vraiment une question de conviction. Tu vois, dans l'assessment, je vois des cabinets qui sont vraiment dans une posture un peu haute. Tu peux retrouver dans certains processus de recrutement et où vraiment le candidat... T'as le sentiment que tu vas jouer ta vie, quoi. Ah, exactement. Tu vas jouer ta vie, t'es scruté sous tous les angles, tu sais pas trop pourquoi tu fais ça, etc. Moi, je pars du principe que finalement, on fait même mieux notre job. C'est-à-dire qu'on obtient plus d'informations si les candidats sont à l'aise. Donc, en fait, il y a vraiment cette logique de posture de transparence, de bienveillance. Et en fait, je peux évaluer les gens de la même façon en me mettant exactement dans une posture égale. Et voilà, et ça, c'est vraiment un point qui est hyper important pour moi. Alors, ça va pas tout changer. C'est-à-dire que tu as quand même des candidats qui vont se mettre beaucoup de pression. Mais dès le début de la journée, tu vois, typiquement, même l'assistante qui a pour rôle, quand on fait de l'assessment en présentiel, d'amener le candidat dans le bureau, sa règle numéro 1, c'est tu fais tout ce que tu peux pour que la personne, elle se sente bien et elle se sente à l'aise. Donc, du début à la fin, il y a vraiment ce sujet-là. Après, il y a la logique de communication. Tu vois à quel point j'ai aidé mon client à être clair avec le candidat sur l'enjeu, le pourquoi, le fait que c'est un outil d'éclairage et que la décision n'est pas faite dans la journée, etc. Mais oui, c'est beaucoup de précautions à mettre autour pour que ça se passe bien. Ouais, et puis tu vois, je pense que là il y a une différence entre candidat et collaborateur interne, parce qu'un candidat qui passe un assessment après l'entreprise, il est passé, on ne prend pas, ça doit s'accompagner, très clair. Voilà, mais on va pas continuer ensemble. Par contre, le collaborateur, je sais pas si on dit rater un assessment, je sais pas si ça existe de rater un assessment. Vraiment. C'est pas le bon mot. Mais en tout cas, qui peut-être à l'issue de l'assessment n'a pas forcément soit la promotion qu'il attendait ou l'évolution interne qu'il attendait. Néanmoins, il reste collaborateur. Ouais. Et les infos qu'il a partagées sont connues de son manager tout d'un coup et de son RH, etc. Donc ça, est-ce que vous gérez aussi cet accompagnement-là a posteriori, ou ça vous considérez que ça c'est le job de la boîte, des RH de la boîte? Non, moi je considère que c'est notre job. Tu vois, quand tu as un collaborateur ou même un candidat qui sera pas pris d'ailleurs, qui passe une demi-journée ou 2 heures ou une journée, ça dépend le format de l'assessment, avec nous, pour moi, c'est une nécessité qu'il en tire quelque chose de personnel. Pour lui. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que typiquement, alors c'est un parti pris qui coûte cher par moment, mais typiquement, dans toutes mes offres, quel que soit le type d'assessment, il y a un feedback au candidat qui est fait par le consultant qui l'a évalué, qui va durer 1h30, donc c'est quand même un gros point, après la décision, pour l'aider à se dire qu'est-ce que je tire de tout ça? Qu'est-ce qui a été observé? Comment je peux mettre ça dans un plan de développement, y compris le candidat qui n'est pas retenu et qui va dans une autre boîte. Et en fait, finalement, c'est très apprécié, c'est-à-dire même pour les collaborateurs qui restent dans l'entreprise, ça leur permet de remettre en perspective et de se dire j'ai pas eu la promotion,
Je comprends pourquoi. Déjà, ça fait du bien, un peu d'honnêteté, on n'en a pas partout. Hein. Et en plus, j'ai un consultant qui est à mon service pendant 1h30 pour m'aider à comprendre comment est-ce que je fais pour avoir le job la prochaine fois. Peut-être qu'en fait, je ne suis pas fait pour ce job-là, d'ailleurs. Peut-être que ça m'aide à comprendre. Est-ce que je peux faire d'autres choses? Comment est-ce que je peux travailler sur moi? C'est un peu une petite session de coaching offerte. Et en fait, les gens arrivent parfois avec beaucoup d'appréhension, mais repartent souvent avec l'idée que c'est comme un cadeau, quel que soit l'issue. Ouais, c'est là où ça peut être positif et c'est intéressant. J'ai envie de te parler d'IA. On fait plus d'épisodes sans parler d'IA. Donc voilà. Bref, aujourd'hui, j'ai même pas ça existe. Il y a des outils d'évaluation avec l'IA qui te disent, grâce à Claude, tu vas pouvoir évaluer quelqu'un. Ouais, voilà. Ok. Pour le coup, j'ai même pas creusé ça. Bon, bref, l'IA dans ton job, ça change quoi? Écoute, moi, c'est un sujet qui me fascine, tu vois, parce que ça fait 2 ans que j'ai des gens qui me disent, en fait, comme pour tous les métiers, ton job va disparaître, ma pauvre Chloé. Il est grand temps que tu fasses autre chose. Et fais pas du recrutement parce que c'est pareil, les recruteurs vont disparaître. Fais pas des RH, fais pas journaliste. Pas grand-chose. Il reste pas grand-chose. À part aidant, a priori, on m'a dit aidant parce qu'il y a des personnes qui vont vieillir, donc il faudra toujours les aider. Non, mais plus sérieusement, du coup, moi, ça fait 2 ans que je m'intéresse de très près au sujet. Que j'ai aussi d'ailleurs beaucoup investi à titre personnel et au nom d'Authentique Talent pour commencer à voir comment est-ce qu'on allait intégrer l'IA dans l'assessment, mais d'une façon qui corresponde encore une fois à tout ce que je t'ai dit au démarrage, c'est-à-dire avec de la fiabilité, avec de la stabilité, etc. Aujourd'hui, tu as plein de solutions qui se présentent. Et d'ailleurs, tu peux demander en partant d'ici à ChatGPT quel assessment il ferait de toi si tu devais postuler pour un poste de directeur commercial ou même de président de la République. Et il va te donner un truc qui tient un peu la route dans les grandes lignes. Malheureusement, c'est évidemment dans les grandes lignes. Aujourd'hui, t'as pas d'IA qui te permet d'avoir la prédiction et la qualité d'un assessment parce qu'il y a encore beaucoup trop d'hallucinations et puis en fait beaucoup trop de biais autour pour que ça fonctionne. Le problème, c'est qu'en fait, comme de tout temps, et c'est vrai qu'une fois que je suis lancée là-dessus, c'est compliqué de m'arrêter de m'inquiéter. Mais je compte pas t'arrêter. Comme de tout temps, dès que tu as quelque chose de facile, de sexy, parce que c'est quand même bien, c'est beau, c'est bien expliqué, etc., de pas cher, parce qu'en fait, tu vois, en utilisant ton IA classique, tu peux évaluer tes candidats. À $20 par mois, tu peux jouer à mais donc pourquoi est-ce que tu vas payer d'autres méthodes, perdre du temps, passer du temps avec ton candidat, etc., etc. Donc, ça crée plus de confusion sur un marché sur lequel c'était déjà le bordel, en fait. Mais ça va amener des tas de possibilités. Et moi, je le vois plutôt comme un atout si c'est bien cadré, mais la question, c'est avec quel modèle, comment tu l'as entraîné. Si t'as pas des fondations solides au démarrage, ça va ne faire qu'amplifier la façon dont tu pratiques mal l'évaluation. Tu vois, en fait, comme sur tous les métiers, l'expertise, elle est pas nulle. Donc, tu vois, moi, j'ai testé 1000 fois de façon anonyme voilà mes notes d'évaluation sur mon candidat, quelques scores de résultats, etc. Qu'est-ce que tu dirais sur lui? Ça me sort toujours quelque chose qui a l'air génial. Mais après, quand je passe 2 heures à relire vraiment le détail, je me rends compte que t'as des tas d'incohérences et d'erreurs qui sont cachées dans un package qui est, ma foi, très joli. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un petit peu la difficulté aujourd'hui. Moi, je vois pour rester positif, je vois 2 opportunités majeures avec l'IA. La première, c'est qu'en fait, ça va progressivement aider à développer l'expertise des personnes autour de l'assessment, tu vois, en préparation. J'ai formé depuis une quinzaine d'années des centaines et des centaines de personnes à l'assessment ou aux outils psychométriques, etc. Je sais qu'à chaque fois, même si la formation est de qualité, il leur faut quand même du temps derrière pour se l'approprier, etc. Et ça peut devenir fastidieux et se dire, OK, je dois débriefer un outil d'assessment sérieux, mais j'ai 1 heure de prépa en amont parce que je sors de ma formation et que j'ai pas encore tous mes repères. Et ben en fait, on peut calibrer, et on est en train de commencer à créer ça, on en parlera plus tard quand ce sera prêt, mais un outil qui te permet vraiment de faciliter ton travail sans pour autant te sortir une analyse toute faite, entre guillemets, etc., sans pour autant t'empêcher de réfléchir. Et donc pour te permettre, encore une fois, de savoir ce que tu veux au bout du bout et de garder ton esprit critique. Donc ça, c'est le premier point, c'est comment est-ce que ça va fluidifier, faciliter l'appropriation des skills. Et le deuxième point, c'est comment malgré tout, ça va permettre d'automatiser une partie des tâches qui sont très chronophages et qui sont avec un degré d'intérêt très limité. C'est-à-dire que moi, mon assesseur, quand il sort d'une journée d'assessment avec un candidat, il a vu, ou une demi-journée, il a vu mon candidat dans un entretien avec un outil de personnalité, il a peut-être vu un roleplay, etc. Il a tous ces éléments, il fait son analyse et ensuite, la plupart des assesseurs passent 1h30 à écrire un beau rapport où il n'y a pas de jugement, où c'est bien dit pour pas blesser le candidat, mais pour que ce soit clair, etc., etc.
sais pas si ça a une grosse valeur de passer ce temps-là. En revanche, je pense que si on passait cette heure et demie à accompagner encore plus, c'est-à-dire que le candidat qui prend le job, à le revoir un mois après pour continuer à le coacher, etc., ça aurait une valeur inestimable. Donc je pense que ça va permettre de déplacer la valeur de l'humain. Ok. C'est effectivement, tu vois, c'est intéressant parce qu'on parle de fourchette de prix, donc ils vont de 20 € par mois à des peut-être 10 000 € la journée, j'en sais Bien rien, sûr. dans des cabinets dingo dans le 8e à Paris. Ouais, c'est un peu ça la fourchette. Je vais donner un exemple. Je pense qu'aujourd'hui, la démarche la moins chère d'assessment dans un cabinet low cost, ça va te coûter 500 balles. Ouais. Je sais pas ce que tu auras vraiment pour ce prix-là, mais voilà, Ouais. mais pour un candidat, et effectivement, tu peux avoir 15 000 pour un autre candidat. Alors évidemment, on parle pas des mêmes profils, hein, mais c'est cet ordre-là. Ok. Comment on mesure d'ailleurs le ROI d'un programme d'assessment? Est-ce que c'est une question qu'ont tes clients ou tes prospects? Bien sûr. D'ailleurs, des fois pas assez, ça me chagrine, mais alors que moi, j'adore cette question-là. Mais j'adore aussi, parce que tu vois, quand je paye des assessments pour mon équipe, encore une fois, enfin, tu vois, moi, c'est ma boîte, c'est mon argent, j'ai envie de savoir si ça m'aide. Ça va être compliqué d'être ton prestataire qui te fait passer des assessments. C'est vrai. T'es l'experte en France du sujet, ça fait X années que tu le fais, et dire, mais elle doit être stressée, ton partenaire. J'espère que non, j'essaie de les mettre à l'aise, c'est les mêmes conditions à chaque fois. Mais c'est vrai que moi, ça me permet aussi de me replonger, et ça me fait vraiment du bien dans ce qu'attend le client d'une démarche d'assessment, parce que tout d'un coup, j'ai plus les mêmes enjeux, je switch aussi, en fait, quelque part. Donc, en fait... le ROI, faut bien savoir d'où tu pars. Et c'est souvent là où le bas blesse. C'est-à-dire que très souvent, moi, ce que j'adore faire quand j'ai une boîte qui m'appelle, qui me dit on faisait pas d'assessment jusque-là, ou on en faisait, mais on n'est pas hyper content, et on a envie de systématiser l'assessment, même, alors en général, on le systématise pas pour toute la boîte, mais sur tel niveau de poste, on va commencer à le mettre en place. Moi, je leur dis toujours, OK, est-ce que vous avez chiffré le nombre d'erreurs que vous avez fait sur la dernière année? Est-ce que vous avez chiffré le coût des erreurs de façon large ou réduite, tu vois? Et en fonction de ça, on va calculer l'année prochaine, si on passe à un nombre de recrutements égal, qu'est-ce qui va se passer? Et ça, c'est un premier truc qui est hyper facile à faire. Hyper facile dans les boîtes qui ont accepté de mesurer les erreurs, dans les boîtes qui ont accepté de les formaliser. Parce que j'ai plein de boîtes qui me disent « Non, mais tu sais que nous, on a fait plein d'erreurs, mais les gens, on n'a pas osé, après la période d'essai, arrêter, en fait. Ou on les a encore dans les effectifs, mais personne s'entend à dire que c'est vraiment une erreur. » Donc, tu vois, déjà, il faut réussir à démystifier ce truc-là. Ok, très, très, très clair. Est-ce que l'assessment peut être compatible avec la diversité, au sens lutter contre les biais de recrutement, les biais de promotion, etc. Ouais. Et pour moi, c'est l'un des premiers intérêts, en fait, quelque part de l'assessment, c'est de dire si tu affiches une vraie volonté d'amener de la diversité dans ta boîte, à part mettre des quotas, qui est une façon, et de toute façon, peut-être qu'il faut le faire sur certains sujets, à part changer ton process pour que, typiquement, tu ouvres pas que des gens qui viennent des mêmes écoles, etc., etc. Donc, tu vois, une fois que tu as fait un peu ce truc-là de côté process, si tu veux jouer sur tes biais, il ne te reste qu'une seule chose, c'est d'avoir une approche d'évaluation qui soit mature et objective. En fait, si tu n'as pas d'outils, ça reste le sentiment de Josiane avec le feeling de Michel. Et donc, oui, il y a des biais qui se jouent de façon consciente ou inconsciente, même s'ils ont été sensibilisés, formés, etc. Donc, pour moi, l'assessment, c'est donner les mêmes chances à tout le monde, puisqu'on va tous les évaluer sur les mêmes bases, les mêmes dimensions, les mêmes compétences, etc. J'ai tendance à penser, c'est intéressant ce sujet, j'ai tendance à penser aussi que on sait que la fonction RH souffre parfois, trop souvent d'un déficit de crédibilité. Business, des fois on n'est même pas membre du CODIR ou du comité de direction tout court. En quoi l'assessment peut aider peut-être le RH à plus parler le langage d'un comité de direction? Ouais. Pour moi, en fait, c'est amener un autre éclairage. C'est-à-dire que quand, en tant que DRH, tu veux parler de décisions people au sens large, quel que soit le process avec ton équipe de direction, il te faut des chiffres, tu vois, du ROI, de qu'est-ce que ça va nous permettre d'éviter comme erreur, combien ces erreurs ont coûté jusque-là, qu'est-ce que ça va nous permettre d'avoir comme valeur, combien ça nous a coûté de savoir retenir ou pas des talents, etc. Donc, l'assessment, ça va te permettre d'arriver sur une approche beaucoup plus mesurée, et ça, c'est quand même le langage d'un CODIR d'une façon générale. Le deuxième point, c'est qu'en fait, si on continue à discuter de décisions people simplement avec un filtre d'intuition, d'humain, etc., tu peux pas prouver que tu as une valeur ajoutée qui est différente. Alors oui, tu peux espérer quand même en général que le RH, il a plus de sensibilité, il a de l'expérience, il a vu passer beaucoup plus d'entretiens que chaque membre du CODIR, mais en fait,
Les RH, c'est comme la com, tout le monde a un avis. D'accord, tout le monde pense qu'il sait mieux. De toute façon, est-ce que c'est plus beau en rose en bleu? Est-ce que monsieur machin est mieux que madame Michu? Enfin, en réalité, tout le monde a un avis. Et là, tout d'un coup, tu arrives avec des éléments qui sont objectifs, factuels. Tu vas évaluer avec de l'assessment des choses que les autres personnes ne peuvent pas voir à l'œil nu. Typiquement, et je pense que c'est le cas le plus important qui amène les gens à l'assessment, c'est quand tu recrutes des gens qui sont habitués à l'entretien de recrutement, ce qu'on appelle les bons candidats, des commerciaux par exemple, des dirigeants, etc. Ils sont très forts là-dessus. Ils te servent la même soupe à tout le monde, et du coup, tout le monde a un peu le même avis, ou alors chacun a un peu son opinion, et toi, tu arrives en tant que RH, qu'est-ce que tu as pu avoir, à part si tu as un tout petit peu plus cuisiné, machin, tu l'as un tout petit peu plus mis à l'aise, du coup, tu as obtenu quelque chose, mais en réalité, tu te bats avec un peu les mêmes arguments. Parce que ce qu'il n'a pas prévu de te dire, il va pas te le dire de toute façon. En revanche, avoir un outil fiable, ça va te permettre de mettre le doigt sur des choses qui vont apporter de la valeur dans la prise de décision que les autres ne seront pas capables de cerner. Ouais. Je trouve que c'est intéressant ça, parce que tu vois, un DAF, lui va venir en codir avec ses tableaux de bord, ça va être précis, quoi. Bien sûr. Voilà. Donc avoir des data RH, des people analytics, d'avoir des éléments qui sont factuels, ça renforce la crédibilité de la fonction RH plutôt que le ressenti, comme tu dis, tout le monde en a un, quoi. Absolument. Tu vois, je vais te prendre un exemple dont on parlait la semaine dernière. On bosse avec pas mal de boîtes dans la pharma. Il y a une boîte dans la pharma qui nous a demandé de faire un programme d'assessment sur les hypos à un certain niveau de l'orga. On a fait le programme avec eux. Le RH, il a pu arriver ensuite dans l'équipe de direction en disant voilà comment ces personnes ont été évaluées pendant le dispositif d'assessment. Donc, il est capable de projeter une cartographie en disant où sont les compétences fortes, où sont les compétences faibles, comment on va combler les gaps demain. Et même en étant capable de dire, et j'ai un benchmark des autres boîtes de la pharma sur ces dimensions, parce que tu vois, avec Hogan, tu as des benchmarks France, Monde, etc. Et ben, il se trouve que chez nous, les gens sont meilleurs en vision stratégique que dans la plupart des boîtes de la pharma, etc. Donc, ça te permet d'arriver avec des choses qui sont quand même beaucoup plus utilisables. Ok, très très clair. Est-ce que tu vois alors je déteste les concepts de génération, donc j'espère que toi aussi, mais moi aussi. ok. Est-ce que tu vois néanmoins des changements de comportement des nouvelles générations au travail versus l'assessment, que ce soit du côté candidat ou du côté RH, ou pas du tout? Ouais, non. Ce que je vois plus naturellement. Parce qu'il y a des attentes différentes en tout cas. Ouais, en tant que bénéficiaire, en tant que personne qui subisse l'assessment, ça dépend comment tu le vois. T'as peut-être plus d'habitude. Tu vois finalement alors ça dépend encore des secteurs dans lesquels tu postules, des métiers, etc. Mais tu vois finalement sur certains jobs un peu jeune deep, graduate, grandes écoles, etc. La plupart des entreprises ont mis en place des programmes qui t'offrent une petite brique d'assessment, un petit avant-goût, etc. Donc ça devient un peu ça devient un peu mainstream, quoi. Tu vois, ça fait pas la même appropriation. Je rencontre des gens qui n'ont pas bougé de boîte et qui ont plutôt 45, 50 ans, qui n'ont pas bougé de boîte pendant 20 ans. Tout d'un coup, tu leur proposes un assessment, ils n'en ont jamais eu. Ils te regardent pas forcément de la même façon. Donc, c'est plus une question d'habitude. Encore que, dans certains secteurs, t'as des gens très seniors qui ont été assessés 1000 fois. Par contre, c'est vrai que je pense qu'on a plus, vendu à des jeunes le fait que il y a peut-être une notion d'équité entre l'employeur et le futur employé, qu'il y a une question de respect dans le processus, etc. Il y a peut-être plus d'attente, en fait. C'est plus de ce côté-là, alors que finalement, quand, comme moi, tu as été en entretien il y a 15 ans, tu sais que de temps en temps, tu n'obtiens rien à la fin du processus de recrutement, pas de conseils, pas de réponse, Donc, tu vois, tu l'as vécu plusieurs fois. Peut-être qu'il y a plus d'attentes et que du coup, ils espèrent ressortir de la démarche en ayant eu quelque chose de moins lourd, mais qui les aide aussi, tu vois. Ils sont moins prêts à donner juste pour le plaisir de la boîte, quoi. Ok, très clair. On arrive sur la fin de l'épisode. J'ai une question. Tu vas, je sais pas, à un événement RH et tu croises Chloé, jeune diplômée RH, qui sort de sa belle école, de sa belle formation RH et qui veut se lancer dans le talent management. Quel conseil tu lui donnes? C'est chaud. Alors c'est très personnel, hein, mais de pas perdre la foi, parce que franchement, et je sais que je suis pas la seule à le penser, quand tu te lances dans ce métier par passion, ça change de façon assez lente. Et tu vois, quand t'as quand même pas mal de convictions, tu vois, tu parlais de diversité, d'éthique, etc., etc. Ça me fait un peu mal de temps en temps de répéter les mêmes choses qu'il y a 15 ans et de me rendre compte que je me retrouve face exactement aux mêmes questions, etc. Et de te poser la question de derrière l'intention affichée par l'entreprise, est-ce qu'elle se donne vraiment les moyens
t'as souvent des très bonnes volontés, mais derrière, t'as pas exactement ça. J'ai plein de boîtes qui me bassinent avec des questions de diversité. Mais quand tu regardes le processus, il n'y a rien qui permette tu vois, du respect de ça. Donc voilà, de garder la foi et de se dire qu'en fait, c'est par petits pas aussi que tu peux faire changer les pratiques. Voilà, moi, c'est ce qui m'anime, c'est ce que j'aurais voulu entendre pour pas me décourager à certains moments. Ok. C'est quoi le prochain défi on n'a jamais fait comme ça que tu t'es lancé pour Authentique Talent? Voilà, il y en a plein, c'est bien mon problème, figure-toi. Chaque année, j'ai plutôt une journée sur qu'est-ce que j'accepte de ne pas faire comme nouveau défi cette année. Mais voilà, pour tout te dire, mon plus gros défi là, sur les 3 prochains mois, mon plus gros défi, c'est d'officialiser la façon dont on va intégrer l'IA dans une partie de notre métier. Parce qu'encore une fois, tu vois, je l'ai fait avec beaucoup de prudence, je l'ai testé avec beaucoup de prudence. Ça fait 2 ans vraiment qu'on travaille dessus, qu'on fait un vrai travail de fourmi. Et à mon sens, tu vois, à chaque fois, j'ai eu envie de repousser le lancement de ça en me disant on n'est pas encore arrivé au bout de ce qu'on pourrait faire, etc. Ben après, il y a des besoins marchés. J'aimerais vraiment, dans les 3 prochains mois, être capable de sortir une version qui sera jamais terminée, en fait. On va quand même améliorer, mais qui facilitera le job de mes clients. Voilà. Donc ça, je pense que c'est le prochain défi, avec la capacité à communiquer dessus de façon à ce qu'on n'en attende pas non plus quelque chose que l'IA peut pas te donner. Ok, très clair. Il y a une question que je t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose, ou un sujet qu'on n'a pas abordé, dont tu aurais voulu parler, un point. Écoute, c'était déjà très complet, donc je ne vois pas. Une courte anecdote pro que tu n'as encore jamais racontée à un micro. C'est pas facile là, parce que... une courte anecdote que j'ai pas racontée. Un truc que tu n'as jamais dit à personne. Voilà, il y en a plein. Autour du sujet. Ou autre chose. Moi, j'en ai un, mais j'en dirai pas plus. Je suis dans les bureaux d'Authentique Talent et je suis dans une phase d'une cave à vin. C'est la première fois que j'ai ça quand j'enregistre un épisode. Eh ben, c'est très parlant sur notre culture d'entreprise. J'ose pas trop le dire, mais effectivement, on est quand même dans une culture très work hard, play hard, au bon sens du terme. Il y a de la convivialité aussi. Il y a beaucoup de convivialité, c'est nécessaire. Hein. Ouais. Bon, bref, ton anecdote. Mon anecdote, écoute, franchement, j'en ai pas mal, mais je pense que une qui pourrait assez surprendre quand tu me vois, quand tu vois mon profil, etc. Enfin, tu vois, j'ai l'air d'avoir un parcours assez classique, etc. L'un des trucs qui m'a vraiment gardé sur le chemin de l'assessment, de la diversité, etc., c'est que moi, je me suis sentie très discriminée dans mon parcours. Qui pourrait, du coup, vachement étonner, parce que je pense que je suis loin d'être la plus discriminée, par mon nom de famille, mes études, le fait que je sois une femme. Comment dire, ça n'a pas été juste en début de carrière. Hein. Le fait d'être une femme entrepreneur m'amène des surprises quotidiennes, tu vois. Non. Si. Wow. Et voilà, j'ai rencontré des tas de situations complètement ubuesques qui vraiment m'ont gravé ce truc. Alors des fois, les gens me disent que je suis complètement utopiste, mais m'ont gravé ce truc de comment est-ce que tu fais pour changer progressivement le monde du travail. Alors je sais que ça fait toujours rire les gens. Je pourrais avoir une vocation un tout petit peu plus mesurée. Mais je me suis dit, si à mon échelle, j'ai vécu autant de situations délirantes et de discrimination et de sexisme, etc., qu'est-ce qu'on peut faire avec certains moyens pour essayer de lutter contre ça, y compris, tu vois, dans des belles boîtes, avec des gens connus, etc., etc. Ok. Ça fera réfléchir tout le monde. Comment tu fais ta veille pro ? Écoute, moi j'ai une chance de fou, c'est que comme toi, en rencontrant plein de gens passionnants avec le podcast, ça me permet, pas juste grâce à la personne qui est dans le fauteuil en face de moi, mais parce qu'en fait, en préparant l'épisode, t'es quand même obligé un peu de te rencarder sur des sujets qui sont des tonnes de trucs. Je confirme. Oui. Ouais. Donc ça m'aide beaucoup. Et ensuite, moi je suis très réseau, j'adore aller dans des événements, etc. Mais c'est aussi pour ça que tu vois que le podcast m'a aidé, et pas que le mien, hein, je parle de ceux que j'écoute aussi côté RH, et ces dernières années, je me suis rendu compte qu'aller à un événement, c'était un coût physique, tu vois, de temps passé, etc. Et que de temps en temps, entre le titre et ce que je récupérais à la fin, il y avait un petit décalage. Ouais. Versus, tu vois, quand tu as identifié des podcasts où tu apprends vraiment des choses, voilà, ça peut te permettre aussi de façon beaucoup plus... En plus, que tu peux écouter sur des temps morts, type métro, voilà, ou en x2. Tu fais en x2 ? Moi, je suis en x2. Oh la vache, j'arrive pas en x2. J'ai mal au crâne, moi. Hein, ouais, j'ai un niveau de patience qui est assez faible, donc là, j'ai envie de comprendre vite le truc. Mais ça, c'est 2 éléments pour faire ma veille. Le 3e point, quand même, qui m'aide beaucoup, et c'est aussi pour ça qu'à un moment, j'avais fait toute une série d'épisodes qui étaient non pas des DRH que j'interviewais, des experts RH, mais des CEO. C'est d'essayer régulièrement d'aller choper l'avis sur les sujets RH de dirigeants qui n'ont pas du tout de parcours RH à la base. Et donc ça, je le fais évidemment
encore une fois, par les invités du podcast, dès que je peux rencontrer des gens, mais aussi, tu vois, je suis dans un club d'entrepreneurs où, en fait, tu vois, une fois par mois, je dîne avec eux et je regarde quels sont leurs pain points et je me rends compte qu'effectivement, ça me donne une autre vision des enjeux RH vus par quelqu'un d'autre, en fait. Et je pense que leur pain point, c'est très souvent les people. 90%, c'est les people. Bah ouais. Et Il peut y avoir évidemment les finances, la trésor, les machins, bon, dans des moments de galère de ta boîte, mais le sujet, c'est les people, en fait. C'est dingue parce que, tu vois, quand t'entends d'un côté que les DRH n'ont pas forcément toujours leur place à table dans les équipes de direction, tu te rends compte qu'en fait, le vrai sujet, il est pourtant RH, tu te dis, bon, il y a un truc. Très, très, très clair. Est-ce qu'il y a d'ailleurs des personnes que tu me recommanderais d'interviewer sur mon podcast? Côté RH, côté... Ouais, des personnes que tu penserais intéressantes d'avoir. Alors, ça peut être des RH que tu as rencontrés, que tu connais et qui pour toi ont une vision un petit peu différente de la fonction, en tout cas qui l'exercent différemment, ou des personnes comme toi qui sont entrepreneurs. Il y a plein de gens que j'adore. Que j'ai adoré rencontrer, écouter, donc voilà. Mais tu vois, typiquement, je restais sur l'idée d'avoir des CEO qui ont une vision RH, etc. J'avais invité Jonathan Salmona, que tu connais peut-être, qui est fondateur de Shodo. Oui. J'ai trouvé ça intéressant parce que du coup, je le côtoie aussi dans un club d'entrepreneurs par ailleurs. Et je vois aussi comment sa vision, elle évolue au fur et à mesure de ce qu'il apprend. Et je trouve ça génial. J'ai invité Laurie, sa directrice générale. Ok, d'accord. Donc, génial. Anaïs Georgelin sur le management, que j'ai trouvé top. C'est prévu. Ok, très bien. La date est planifiée. Ok, c'est génial. Et après, je pense à deux invités que j'ai eus dans le podcast qui vraiment m'ont fait réfléchir. Il y a eu Adrien Chignard, tu vois, sur tous les sujets un peu de santé mentale. Oui. Alors, il est un peu exposé, mais je trouve qu'il a une façon de te dire les choses qui te rend l'image lisible tout de suite. Et Olivier Bourcard aussi, qui fait beaucoup de recherches, qui est dans une chaire. Tu connais bien Olivier? Ouais. Je connais très bien Olivier. Ah, c'est vrai? On habite à 2 km. Je le place. Oui, je le fréquente très souvent. Je savais pas que tu le connaissais. Ouais, j'ai trouvé ça génial, la conversation avec lui. Voilà. Ok. Il y a des gens comme ça, tu les croises 1 heure dans le podcast, tu te dis, et si on pouvait passer plus de temps? Ok, mais tu vois, faut que j'invite Olivier en plus. À force de le voir, j'invite même pas. Bref, ok. Merci, merci Chloé. Si on veut te contacter, LinkedIn. Tu réponds? Je réponds. Je réponds des fois pas dans les 24 heures, donc faut pas m'en vouloir. Est-ce que tu réponds à toutes les boîtes qui veulent te vendre des solutions miracles pour avoir plus de clients? Je parle à un CEO parce que j'en peux plus. Des boîtes qui me disent, vous savez que grâce à moi, vous allez avoir 400 prospects la semaine prochaine. Oui, c'est ça. Mais comment je vais les traiter, moi, les 400 prospects? Qu'est-ce que je vais en faire? Écoutez, j'ai trop de clients. Non, mais bon, parenthèse. Non, je réponds pas aux messages automatisés. Tu vois, dès que je sens que ça a pas été fait, voilà, j'ai pas le temps, en fait, tu vois. Mais sinon, je réponds. Et sinon, Chloé@authentictalent.fr, on a des adresses mail hyper simples. Je réponds à tous mes mails, pour le coup. Donc, c'est facile. Ok. Un grand merci, Chloé. Merci à toi. Un grand merci pour ton temps. Honnêtement, j'avais été bluffé la première fois que je t'avais rencontré. Merci. Ouais, il y a une quinzaine d'années. Et ouais, tu m'avais formé, j'avais été bluffé. 15 ans après, je suis toujours autant bluffé. C'est gentil. Et je suis bluffé, mais aussi par ton expertise du sujet. Et ça, c'est chouette parce que être sur une verticale, la creuser de fond en comble. Et donc d'avoir aussi du coup des partis pris, tu peux les assumer parce que tu les as creusés de fond en comble et t'as pas juste lu 3 articles dans sa perplexity quoi. Donc merci Chloé, merci pour ton temps, j'apprécie beaucoup et puis je te dis à bientôt en tout cas. Avec grand plaisir, merci beaucoup pour l'invitation. Merci, à bientôt tout le monde, au revoir. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!